Bien, bonjour à tous. Il nous revient donc d'ouvrir ce festival ce matin avec la marraine du festival, Lydie Salvaire. Et l'entretien a été intitulé quand une œuvre ne lâche rien. Donc, mais juste avant de commencer cet entretien, alors en principe, présenter Lydie Salvaire est une tâche assez difficile pour moi, parce que j'aime son travail, puis je l'aime. Donc voilà, donc c'est un peu difficile, mais juste vous rappeler qu'elle est fille de républicains espagnols et qu'elle a vécu près de Toulouse, qu'elle a fait des études, que voilà, elle est médecin, un pédopsychiatre. Donc elle écrit et elle est médecin, elle exerce la médecine. Donc c'est assez important, assez intéressant aussi, puisque je vais évoquer cette question et vous saurez pourquoi je vais la poser. Elle est auteure de plus d'une vingtaine de livres, notamment, alors j'ai quelques titres, La Déclaration, prix Hermès du premier roman, La Compagnie des Spectres, prix Novembre, BW, prix François Billedou, Pas pleurer, prix Goncourt. Vous savez, c'est ce texte magnifique qui rend hommage à une femme, une mère, qui serait peut-être la mère de l'écrivain. Et tout homme est une nuit, le dernier en date, parce qu'il y a encore une œuvre à venir qui est parue au Seuil, toujours, donc généralement c'est le Seuil. Certains, et pas mal de ces romans ont été mis en scène au théâtre. Bien, alors quand une œuvre ne lâche rien, et il est vrai que Lydie Salvaire, que ton œuvre ne lâche rien. Dans tes textes, tu t'en parles de sujets sérieux, importants, qui mettent au cœur la condition humaine, fondamentalement, même si c'est des personnages bien précis, dans une situation bien précise. Et en fait, ce n'est pas des histoires que tu nous racontes, mais c'est des coups de poing que tu nous donnes, il me semble-t-il. Alors, la première chose à évoquer, avant de parler un peu plus de l'œuvre, tu dis que s'il y a une vocation à la littérature, c'est de dire la lumière, de dire l'espoir, mais aussi de regarder en face les ténèbres. Fin de citation. Qu'est-ce à dire ? Je reprends là un poème de Mandelstam qui dit mon siècle, mon fauve, qui osera te regarder dans les yeux ? Mandelstam qui voyait le stalinisme à l'œuvre, le totalitarisme à l'œuvre, etc. Donc la littérature comme ayant peut-être pour vocation de regarder les choses sombres du monde quand on refuse de les voir, quand elles dérangent, quand on serait plutôt dans le déni face à elles, face au danger, quand on voudrait fermer les yeux pour continuer à vivre comme si rien n'était, la littérature comme étant celle qui dévoile aussi les ténèbres, l'horreur insignifiante, comme disait l'autre, l'injustice, etc. Aussi. Voilà. Et chez moi, il y a deux régions, comme je suppose chez toi et chez plein de monde. Il y a une région de moi qui ne veut rien savoir du monde, qui ne pense qu'à le fuir, qu'à me retirer, qu'à rester dans ma chambre parce que il me fait peur, il me menace. Et une autre qui ne peut pas ne pas être interpellée, comme on disait dans les années 60, par le monde. Le monde me questionne, il m'enrage, il me met en colère, etc. Et quand j'écris Tout homme est une nuit, c'est cette région-là qui est sollicitée vraiment. C'est pendant l'année 2017, l'année de fin 2016, l'année de l'élection présidentielle, et j'entends des choses qui m'effraient, une xénophobie déclarée, un ressentiment élevé au rang de sentiments politiques, des peurs irraisonnées, la peur des autres, la peur du grand remplacement, la peur de l'arabe, etc. Et je sors d'une période où je n'ai quasiment rien écrit pour des raisons que je vous dirai peut-être. Et cette chose vraiment me convoque. Et je me pose
cette question qui est un peu l'intitulé de écrire dans un monde mauvais, je me dis, quelle est la responsabilité des écrivains dans un monde qui va mal, dans un monde qui fait mal? Est-ce que les écrivains ont une voix publique, la preuve? Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils font comme si de rien n'était et se réfugient dans leur tour, dans leurs petites histoires, etc. Mais c'est une façon de s'accommoder avec ce qui se prépare. Ou est-ce qu'ils regardent l'horreur en face, la noirceur en face, etc. Et j'ai beaucoup hésité avant d'écrire Tout homme est une nuit, parce que je sais très bien que les livres qui sont frontalement militants, souvent, sont chiants. Et Stendhal avait cette belle formule, il disait, lui qui n'aimait rien tant que le politique en littérature, Stendhal, il adorait ça, il disait, les livres qui traitent le politique ennuient mortellement une moitié du lectorat et fâchent mortellement l'autre moitié. Et en même temps que je me disais que écrire un livre édifiant, c'était perdu d'avance, etc., défendant la bonne cause, c'était perdu d'avance. En même temps, j'avais en mémoire quelqu'un comme Hugo, qui au moment du coup d'État de Napoléon le Petit, dit se taire, dormir devant une situation comme ça équivaut à mourir. C'est ce que dit Albert Camus quand il dit que ce qui devrait guider, je le cite, tous les écrivains, témoigner et crier chaque fois qu'il est possible, dans la mesure de notre talent, pour ceux qui en sont asservis comme nous. Fin de citation. C'est ce que tu es en train de dire, de toute façon. Mais exact. Tu vois, je ne connaissais pas cette citation de Camus. Mais c'est ce que tu disais, de toute façon, sans connaître cette citation, c'est cela. Oui. Est-ce qu'on est passif et donc, dans une certaine mesure, on collabore, on laisse se perpétuer ou est-ce que, quand la situation vraiment est inquiétante, et je crois qu'elle l'est, je crois sérieusement qu'elle l'est, et ce matin, elle l'est précisément plus que d'habitude avec ce qui se prépare d'une intervention en Syrie, etc. C'est déjà fait. Oui, ils ont bombardé la Syrie. Ah, mon Dieu, mais c'est terrifiant. Ce qui risque d'arriver, moi, me terrifie. C'est fait ce matin? Cette nuit, oui. Cette nuit, oui. Je n'ai pas écouté les infos, heureusement. Je me dis heureusement et pas. Waouh! C'est fait et la Russie menace. Voilà. Ah, bien. Waouh. Oh là là, ça me glace. Oui. Ça me glace. C'est glaçant, effectivement. Ouais. Ben, tu vois, je croyais pas si bien dire quand je dis que la situation est menaçante. Absolument. Et avec les populismes qui nous environnent en Europe de tous côtés, etc. On va rentrer un peu plus dans l'œuvre. Et la première question, c'est à propos du rapport de la littérature à l'histoire. Et notamment avec Pas pleurer, ce roman qui a reçu le prix Goncourt à juste titre. C'est là où on voit la grande histoire côtoyer la mémoire des individus. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté ici, quand on s'empare de la grande histoire précisément, pour aller au plus singulier? C'est des difficultés et intérêts, évidemment, en même temps. L'histoire des historiens, elle surplombe, elle nous touche moins que l'histoire des gens minuscules et de ce que leur histoire leur a fait. Parce que l'histoire fait du tort aux minuscules, à nous tous, au fond. Et quand je lis Les grands cimetières sous la lune de Bernanos, que j'ai la sottise de dédaigner parce que catholique profond, monarchiste, d'extrême droite, ce sont des choses qui me sont étrangères. Et je n'avais jamais lu jusqu'en 2012 Les grands cimetières sous la lune. Jamais. Et je lis ce livre, et ce que j'y lis, mais tu as parlé de coup tout à l'heure, mais c'est un coup reçu en pleine poitrine, tu vois, de ce qu'il dit, parce que ce qu'il dénonce de la terreur des nationaux sur les républicains qui veulent conserver
Jeune République, est bien plus révolté, bien plus colérique que tout ce qu'on a écrit chez Hemingway peut-être, chez Malraux, chez Claude Simon, qui ont tous parlé de la guerre d'Espagne, et je connaissais ces textes. Et je trouve que le texte de Bernanos dépasse en indignation, en révolte, tout ce que j'avais lu, parce que pour lui, la guerre d'Espagne, tiens, pour citer Camus, que tu connais sûrement mieux que moi, Camus disait de la guerre d'Espagne, elle a été mon institutrice. Absolument. Elle m'a appris à lire et à écrire Le Monde. Et pour Bernanos, la guerre est son institutrice. Elle lui ouvre les yeux. Lui qui était normalement, qui aurait dû normalement approuver les nationaux de par son appartenance politique antérieure, il voit ce qu'il voit et lui, pour le coup, il ouvre les yeux. C'est un esprit libre. Et c'est un esprit libre. Et il disait ceci que j'aime à redire. Il disait: un esprit libre est celui qui accueille la vérité, d'où qu'elle vienne, viendrait-elle du camp le plus opposé. Ce qui est si difficile à faire, si difficile. Et il le fait, il le fait. Il regarde avec des yeux écarquillés ce qui se passe en Espagne et l'horreur absolue qui règne en Espagne en 1936 quand la guerre civile est déclarée. Il y a une exposition qui va démarrer à Paris autour de Guernica, précisément, pour expliquer. Oui, j'ai écrit un papier dans le magazine littéraire sur l'expo. Je vous en parlerai si vous voulez. Avec plaisir. Alors, mais sur cette question de la littérature et de l'histoire, tu dis dans le livre, hein, j'écoute ma mère ce matin me raconter cet épisode que je n'avais jamais lu dans aucun livre d'histoire. Il me semble incarner tout à coup l'un des emblèmes les plus forts de cette période. Fin de citation. Alors, j'ai un peu oublié. Oui, mais ça veut dire... Non, je parle de narrateur qui est en train d'incarner lui-même cette histoire. Et ses contradictions. Absolument, voilà. Mais oui, parce que ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole, c'est que la guerre civile a eu lieu au sein de chaque famille. C'est-à-dire qu'au sein de chaque famille, il y avait ceux qui prenaient parti pour les franquistes, ceux qui prenaient parti pour les communistes, ceux qui prenaient parti pour les anarchistes. Et ça faisait des divisions. Enfin, dans ma famille, dans la famille et de ma mère et de mon père, la guerre civile a eu lieu entre les membres même de la famille. C'est dire jusqu'où la guerre est ravageuse. Dans l'intimité même des familles, elle agit. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour l'Algérie, mais je suppose que ça s'est passé de la même manière. Absolument, oui. Mais toutes les guerres sont civiles, notamment. Mais sans doute. Oui. Mais sans doute. Oui. Alors, on va... Cette question de l'histoire et de la littérature, j'avais envie de dire que peut-être que l'histoire ou que toutes les sciences sociales n'arrivent pas à dire le monde comme la littérature. Oui, la littérature, le dit d'une autre façon. Et elle le dit parfois sans le dire. Elle le dit par la poésie, par la musique des mots, mais aussi par le sens. Mais l'un n'étant rien sans l'autre et l'autre sans l'un. La musique et le sens, me semble-t-il. L'histoire, la littérature et l'histoire, l'altérité maintenant. L'autre, l'irruption de l'autre, précisément avec cet ouvrage, ce roman, hein, Tout homme est une nuit. C'est la question de l'altérité. Dans cet ouvrage, c'est la confrontation entre quelqu'un qui vient de l'extérieur, un étranger, entre guillemets, et ce cœur qui lui fait face, qui est ce village recroquevillé autour d'un café. Oui, parce que, donc, en entendant ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit au début, cette xénophobie déclarée et tranquille, je me suis dit que j'allais écrire un personnage qui ne serait pas porteur d'une idée, qui serait bien plus que ça, qui aurait une humanité. Mais je ne voulais ni dire l'arrivée d'un étranger du grand dehors, un Syrien, un qui arrive d'Afrique, etc. Je trouvais que c'était obscène et moralement impossible pour moi, dans mon confort, de parler de l'étranger du dehors qui a traversé la mer. C'était impossible. Et je me suis dit, tu vas parler de l'étranger invisible, celui du dedans, le fou, celui qui n'est pas tout à fait pareil,
qui a un petit accent. Van Gogh, dans son village, puisqu'on a demandé, les voisins arlésiens ont demandé que Van Gogh soit chassé de là où il habitait, parce qu'il était artiste et roux. Il y avait une malédiction. Le roux menaçait, les épileptiques menaçaient. Les très pauvres, au 19e, étaient considérés comme d'une espèce inférieure. Donc là, je me sentais davantage autorisée, et les intellectuels. Donc Foucault disait qu'ils étaient aussi un lieu d'accusation extraordinaire, parce que quand ils se taisaient, ils avaient tort. Quand ils parlaient, ils avaient tort. Quand ils intervenaient, ils avaient tort. Et quand ils n'intervenaient pas, ils avaient tort. Bref. Donc, j'ai choisi pour une figure de celui qui pourrait paraître un intellectuel, qui est professeur de français, qui s'exprime à la perfection, donc il est un peu différent. Et de surcroît, il est basané, il est andalou, et donc c'est une machine à activer les fantasmes d'un village et à faire que convergent vers lui toutes les peurs, le mécontentement, la douleur, etc., qui vont aller se fixer sur lui. Mais en même temps, ce n'est pas très manichéen, cet ouvrage. Ah, mais je ne voulais aucun prix. Et d'ailleurs, le titre le dit. Oui. Tout homme est une nuit. Parce qu'il est aussi porteur, peut-être, de la nuit, lui aussi. Mais bien, s'il y a une chose qui m'aurait fait horreur, mais vraiment horreur, c'est qu'il y en ait un qui soit dans le camp du bien, une belle âme, qui sache ce qu'il faut penser, qui ait de bons sentiments, qui aime les réfugiés, etc. Et de l'autre, les pauvres cons, les fascistes ordinaires, les abrutis, etc. Et ça, impossible. Ça, je ne veux pas faire partie de ce monde-là qui croit qu'il a la bonne parole et qui regarde avec condescendance celui qui ne vote pas comme il faut, etc. D'où le titre préventif. Tout homme est une nuit. J'aurais pu ajouter tout homme aussi est porteur d'espoir et de lumière. Mais bon, parce que l'étranger invisible, le professeur de français, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout pur, il n'est pas que bonté, il n'est pas propriétaire des bons sentiments altruistes, etc. D'abord, il arrive dans un village sans se présenter. Il transporte à la campagne des pratiques citadines. En ville, l'autre, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Anonymat, solitude préservée, c'est parfait. C'est soi-disant parfait. Dans un village, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'étanchéité entre la vie intime et la vie publique. Et donc ce type qui arrive, qui ne se présente pas, qui ne dit pas qui il est, évidemment, il enflamme les fantasmes que peuvent susciter l'autre, évidemment. Mais le rejet est brutal. Je ne vous dirai rien du livre, juste parce qu'il faut aller vers. Juste un extrait, si tu permets que je le lise, qui résume un petit peu peut-être cette idée de l'acceptation de l'autre. Votre village, monsieur le maire, c'est quand le professeur va voir le maire. Oui. Votre village, monsieur le maire, croit se défendre en m'écartant. Puis-je vous dire qu'on ne se défend pas en excluant les autres, les solitaires comme moi, les pas pareils, les pas conformes, les pas de chez nous, que sais-je. Puis-je vous dire que le rejet attire souvent les malheurs dont on cherche précisément à se prémunir. Puis-je vous dire que la violence est funeste à ceux qui l'exercent autant qu'à ceux qui la souffrent. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous qu'en se racornissant, qu'en barrant l'accès au risqué, à l'incertain, au hasardeux, à l'encore indéchiffré, à tout l'imprévisible, on barrait l'accès à son propre avenir? Comprenez-vous que l'histoire, lorsqu'on l'enferme, devient une prison sans air où les choses s'infectent et que les guerres naissent de ces infections? Fin de citation, voilà. J'ai l'impression que cet extrait résume un peu cette question, ce rapport entre cet homme et ce village. Et puis, peut-être aussi, il y a ce que je voulais dire, c'est les méfaits de l'entre-soi. Les méfaits de l'entre-soi. Dans le café, ils sont dans l'entre-soi. C'est-à-dire qu'ils pensent tous la même chose et ils parlent juste pour vérifier
qu'ils sont unis contre l'autre. Et cet entre-soi, il n'est pas propre aux gens du café. Il traverse toutes les couches sociales. Les bourgeois sont entre eux, souvent les intellectuels sont entre eux, les démunis sont entre eux, etc. Et ça me semble vraiment un immense problème. Et je me souviens, il y a quelques années, je lis un livre de Hannah Arendt, Qu'est-ce que la politique? Et elle dit ceci que je n'ai jamais, jamais oublié. Elle dit, il y a le désert-monde, ce qu'elle appelle le désert-monde, c'est-à-dire le monde de ceux qui n'ont pas accès au savoir, de ceux qui n'ont pas accès à la culture, de ceux qui sont désappropriés de leur vie, qui ont une vie dure, etc. Et elle dit, il y a des îlots, comme ici, des îlots avec des gens qui lisent, qui se parlent, etc. Et elle dit, si les gens, elle dit pas îlot, elle dit, comment elle dit, elle a un nom, j'oublie, pas presqu'île, comment elle dit, bref, j'oublie. Les gens, comment on dit une île, le mot m'échappe. Bref, elle dit, si les gens de l'île ne vont pas dans le désert-monde, le désert-monde va rester évidemment le désert-monde, mais l'île fameuse où on se parle, elle va s'ensabler et disparaître. L'oasis va s'ensabler et disparaître. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais, jamais, jamais oubliée. Et il me semble qu'il faut l'avoir à l'esprit. Parce que cet entre-soi des uns et des autres, à tout niveau, est très, 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 très dangereux, me semble-t-il. Il y a juste une question pour passer à autre chose. Il y a cette charte graphique que tu as choisie, c'est-à-dire de mettre en italique certains, c'est l'enseignant qui parle et l'autre. Oui. Alors, pourquoi? Mais parce que donc, je faisais le constat d'une partition de la France, telle que je la craignais, en deux. C'est-à-dire d'un côté, ceux qui seraient les gagnants de la mondialisation, les bienheureux, etc. Et de l'autre, les oubliés, les abandonnés, etc. Donc partition sans irréconciliée. Et pour dire cette irréconciliation, espèce de mur comme ça, entre les deux, mais contre quoi évidemment je voulais lutter. Enfin, il me semblait qu'il fallait deux graphies, deux mondes, deux façons de traiter, deux langues d'ailleurs. Celle de Hannas qui est une langue qui maîtrise parfaitement l'imparfait du subjonctif et autres fantaisies littéraires, et de l'autre, ceux qui ont une langue pauvre, parce que quand on a une langue pauvre, on a une pensée pauvre, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça la détresse, c'est ça la suprême détresse pour moi. C'est avoir une langue tellement pauvre qu'on est la proie du marché politique qui nous vend des solutions en disant celui qui vous menace, c'est la banlieue mixte, c'est l'arabe, ou c'est l'intellectuel, ou c'est, etc., la ville, etc. Tu as dit un mot, tu as dit deux. Ça m'amène à la question de la dualité chez toi, dans ton œuvre précisément. Cette question de, ce n'est pas toujours un, c'est toujours duel. Et dans la question, dans le texte sur pas pleurer, pardon, il y a donc la mer, Oui. et il y a Bernanos. Oui. Dans Tout homme est une nuit, il y a le professeur, Oui. et il y a le cœur Oui. du Café des Sports. C'est chaque fois comme ça. Mais parce que je me dis que nous sommes tous habités de plusieurs voix. Il y a la voix qu'on a dans l'intimité, hein, mon doudou, mon chéri, mon bébé, qui n'est pas celle qu'on a. Il y a la langue qu'on a dans le public, il y a la langue des métiers, il y a la langue des chansons, il y a la langue. Nous sommes faits d'une infinité de voix. Et souvent, nous renonçons à toutes ces voix pour prendre la voix du 20h, la voix dominante qui parle comme tout le monde. Et je me dis que s'il y a aussi un bonheur dans la littérature, c'est d'entendre
toutes ces voix et sans hiérarchie. Parce que dans Tu cites pas pleurer, mais la mère qui s'exprime en, je sais pas quoi, en baragouin, Mais on va y arriver sur la langue. hein, elle est pas, je suppose, je l'espère, n'apparaît pas hiérarchiquement au-dessous de celle de Bernanos qui est parfaite. Donc pas de hiérarchie dans les langues, pas de hiérarchie. Mais cette dualité, on la retrouve aussi. Et c'est pour ça qu'en te présentant, j'avais dit, elle est écrivain et médecin. Et on retrouve la personnalité même Peut-être. de l'écrivain qui est à la fois médecin, qui va vers des patients, qui reçoit des patients, et puis cet écrivain qui est là dans son travail solitaire. Oui, peut-être, il y a ça. Il y a cette dualité qui transparaît donc dans l'œuvre et chez l'individu. Mais tu sais, quand je ne suis plus médecin depuis 2012, mais quand j'étais dans ma consultation à Bagnolet, le monde venait chez moi. Quand je dis le monde, Bagnolet, c'est une banlieue de Paris où il y a un nombre de communautés incroyables. Je crois qu'il y en a plus de 20 ou plus. Et donc il y avait les Asiatiques, les Portugais, les Africains du Nord, du Sud, les Maghrébins. Et tout ça venait. Et pour moi, c'était chaque jour un émerveillement, bien que les situations qui étaient dites étaient douloureuses, mais d'autres façons de voir le monde, de le parler, de le prier, de le penser. Et ça, ça a été voilà, quelque chose que, pour rien au monde, j'aurais arrêté de travailler jusqu'à ce que j'atteigne un âge vénérable qui m'a fait dire que là, il fallait peut-être que j'arrête. Mais voilà, c'est une chose qui m'habitait, enfin, que j'ai adoré faire. C'est un métier que j'ai adoré. Alors on revient à la langue rapidement. Oui. Peut-être pas rapidement, mais en tout cas sur cette écriture, ton écriture. Je m'excuse parce que quand je réponds, je ne peux pas faire autrement. Je réponds à celui qui me parle et j'oublie de vous regarder. Pardon. mais je peux me mettre là-bas, hein, au milieu, et comme ça on se... Mais je ne peux parler qu'à celui qui me parle et pas. Je ne suis pas une oratrice qui, mais ils vont te parler à un groupe. Dans 3 minutes. On va se parler absolument. Dans quelques instants. Voilà. On va se parler. Juste sur la question de la langue, je la trouve très exigeante, en même qui ne sacrifie pas aux abus de langage. Alors précisément, tout à l'heure, tu parlais de la mère qui avait une langue. Oui. Et c'est l'écrivain qui invente cette langue. Non. Enfin, oui et non. Parce que, donc, ma mère, réfugiée politique espagnole, qui fait, quand elle arrive, qui ne connaît pas un mot de français quand elle arrive, et qui fait comme tous les étrangers qui ne connaissent pas la langue d'un pays, elle le baragouine. Elle fait un mélange invraisemblable de français et d'espagnol. Et quand je suis enfant, j'ai honte. J'ai honte. Parce que ça me désigne comme la fille de l'étrangère qui s'exprime mal, etc. Et j'en veux à ma mère, bêtement évidemment. Et au fur et à mesure que je vais vieillir, je vais trouver un bonheur extraordinaire à entendre cette mère parler ce que j'appelle le fragnol. Et je cite juste 2 exemples pour vous dire ce que c'était. Ma mère, donc, qui est révolutionnaire à 15 ans en Espagne, qui veut faire péter la planète, etc., souhaitait plus tard que ses filles soient mariées. Sean casadas. Se marier, c'est casarse, casarse. Et alors, avec un ton lyrique extraordinaire, elle me disait, ce serait tellement beau, avec son accent, ma chérie, que tu sois casée. Vous voyez, voilà, elle voulait être lyrique. Et je cite aussi, c'est pas dans le livre, hein, c'est autre chose qui me fait rire. Donc, ma mère, comme tous les républicains, ont une dent terrible contre les religieux qui ont pris le parti des nationaux. Donc, il est hors de question qu'on aille à l'église. Voilà, je ne suis pas baptisée, etc. Et plus elle vieillit, sans doute que plus elle a peur de la mort. Et elle me dit qu'elle devient, alors vous allez voir, croire en espagnol se dit creer et croyant se dit creyente. Aucune surprise. Mais ma mère aimait de temps en temps les mots rares parce que c'était bien de les dire. Et elle me dit un jour, mais très solennellement, il faut que tu saches, ma chérie, que je suis devenue extrêmement crédule. Elle avait trouvé crédule, je ne sais où. Et crédule qui a la même étymologie que croyance, mais qui dit tellement
le côté naïf, candide de cette croyance qui soudain venait le consoler au moment un peu avant de disparaître. Voilà. Et, et je trouvais ça magnifique, magnifique, cette espèce d'invention qu'elle revendique pas comme telle. C'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est une langue inventive, mais qui se pense pas comme littéraire ou poétique. C'est moi qui dis ma mère est mon premier grand écrivain, mais elle fait ce qu'elle peut avec ses moyens. Voilà, et j'ai adoré ça chez elle, entre autres. Ta mère est le plus grand écrivain, mais toi, tu es un grand écrivain dont on peut parler de singularité, véritablement, parce qu'il y a du souffle, il y a un ton, il y a un rythme, un grand de voix particulier, singulier, et il me semble que c'est cela la littérature. Non? Oui, mais j'allais juste ajouter, mais là je suis affreusement sérieuse aujourd'hui, pardon, hein. Mais moi j'aime les livres rieurs, et est-ce qu'on peut dire, il y a que de temps en temps, c'est un peu rieur aussi, mes livres, hein? Absolument, absolument. Et on peut Très plaisant, très agréable. on peut y rire aussi, on peut y rire devant le malheur. On va prendre des questions? Mais bien Comme sûr, ça, tu dialogues un ou peu des avec le public. remarques, Nous avons ou 10 minutes. ce que vous voulez Si d'ailleurs, vous avez des questions, de ce que vous voulez. Mais elle est là, donc on en profite. Oui. Bonjour. Ouh là, terrain brûlant, terrain très très brûlant. J'ai une mère catalane qui est morte. Ben, moi je le déplore. Moi je déplore cette espèce de nationalisme qui dit pas son nom. Mais je n'ai pas le droit de les condamner parce que je ne suis pas en Catalogne. Je ne sais pas vraiment quels sont les enjeux. J'ai l'impression que c'est un problème de riches. Celui de la Catalogne, que la Catalogne est loin d'être la province la plus pauvre d'Espagne, elle est même la plus riche, et elle rechigne à partager ses richesses. Ça ne m'est pas très sympathique. Mais ma mère est catalane, excusez-moi, et donc c'est compliqué. Voilà. Non, mais je ne peux pas avoir un avis. Je ne sais pas assez sur la question, vraiment, pour faire de la politique politicienne. Littérairement, être politique littérairement, c'est pas être littérairement politicien. C'est très, très différent. Très différent. Enfin, c'est en partie différent, plutôt. Je vous en prie. Une autre intervention, une autre question? J'ai l'impression que, vous avez le droit de tout dire. De tout dire. Mais évidemment, je ne devrais même pas le souligner. Même pas le souligner. Bonjour. Le micro arrive, pardon. Le micro Comme ça, on vous entend. vient à vous. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si dans vos livres, vous ne réécriviez pas cette histoire douloureuse qui a traversé vos parents et que vous portez en vous. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et vous savez, j'ai dit que c'est la lecture de Bernanos qui me pousse, qui me donne l'impulsion dans le dos pour écrire, mais elle était là, l'histoire. Elle était là. C'est ce que je ressens à chaque fois que je vous lis. Elle était là. Et elle a déterminé plein de choses. Elle a déterminé plein de choses. D'avoir des parents étrangers, des parents politiques qui disaient toujours, on a perdu la guerre, mais on n'a pas perdu le sens du combat. Mon père m'a toujours dit ça. Tu sais, on a perdu la guerre, hein, on est vaincu, mais on a gagné le sens de la lutte. Le mien, et le vôtre aussi. Le mien aussi. Parce que ils ont traversé la même histoire que les vôtres. Et donc, moi, je porte en moi cette histoire-là continuellement. Oui, elle est là. Mais chacun, je crois, porte sa préhistoire. Hein, exactement. Et plus ou moins douloureusement, en la déniant ou pas, mais chacun. Et toi aussi, Yaya, évidemment. Yaya aussi porte une histoire immense. Et je suppose en partie douloureuse et en partie porteuse d'espoir. Mais nous tous, nous tous. Absolument. Merci. Mais je vous en prie. Une autre intervention? Voilà, monsieur derrière. Oui, monsieur. Vous, voilà. Oui, pour revenir sur le personnage de la mère dont vous parliez, et du côté aussi amusant parfois dans vos livres, il y a un autre personnage de mère très amusant
qui est la mère dans La Compagnie des Spectres. Est-ce que cette mère aussi a quelque chose à voir avec la vôtre? Non, non, non. Si vous voulez, la part de folie de la mère dans La Compagnie des Spectres, de folie presque pathologie, enfin, on peut discuter sur la notion de folie sans fin, bien sûr. Non, elle est plutôt, il y a un personnage dans La Compagnie des Spectres qui est celui de Philomena, qui est, qui est domestique, je crois, dans le livre, mais qui ne fait que traverser comme ça le livre. Non, j'étais très... Dans La Compagnie des Spectres, étant psychiatre, j'étais très sensible à cette question de la folie et de l'étanchéité, de son étanchéité avec le normal. Où est-ce qu'elle s'arrête? Où est-ce qu'elle commence? Est-ce que la mère de La Compagnie des Spectres est totalement frappadingue? Ou quand elle dit pétain, c'est putain, est-ce qu'elle n'a pas raison? Voyez, je voulais me servir de cette double vision de la folie pour dénoncer sans dénoncer, en dénonçant le régime de la collaboration dans les années 40, voyez. Donc elle dit que c'est une horreur, est-ce qu'elle a raison de le dire? Ou est-ce qu'elle le dit parce qu'elle est folle, etc. Avec toute l'ambiguïté. Voilà. Mais peut-être qu'elle a des traits de ma mère. Est-ce qu'elle a des traits? Oui, elle a des traits de ma mère vieillissante, parce que ma mère vieillissante, dont le médecin disait que c'était lié à l'Alzheimer, elle qui avait eu, qui se tenait bien, qui disait ne dis pas merde, ne dis pas putain, parle bien, sois plus française que les Français, etc. À la fin, elle disait tout ce qu'elle pensait. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je me souviens qu'un jour, la kiné vient la voir et elle lui dit « Toi, salope, tu dégages ». J'ai eu honte, mais une honte à mourir. Je me dis « Mais qu'est devenue ma mère ?» Comment dire, son inconscient était à fleur de peau, si j'ose dire. Et je trouvais que c'était tout sauf condamnable. Et peut-être tout ce qu'elle avait, comment dire, réprimé durant sa vie en voulant être bien, en voulant être ceci, en voulant être cela, bonne mère. Tout ça, en vieillissant, se délitait. Et voilà, elle avait cette parole qu'on pourrait dire vulgaire, mais vous savez que le vulgaire, c'est toujours le vulgaire vu par l'autre. Hein. Donc, je ne dirais pas que c'est une langue vulgaire. Une autre intervention? Oui, juste avant le festival, j'ai relu Pas pleurer. Et ce qui m'a frappé à cette relecture, c'était l'esprit libertaire qui est revendiqué au travers du personnage de votre mère. Oui. Et je me demandais si c'était bien une étiquette que vous reprendriez à votre compte. Oui. Vous dites que vous n'êtes pas politicienne, mais que vous faites quand même une littérature politique. Qu'est-ce que ce serait d'être libertaire en littérature? La définition, c'est ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Et je remarque au passage que parmi les étrangers du dedans, les intrus du dedans et les persécutés du dedans, les anards ont eu leur part. Hein. Voir le procès de Tarnac, hein, quand même, où on a condamné des jeunes gens pour anarchisme, terrorisme, sans aucune preuve, ce qui s'appelle aucune preuve. Mais je ferme la parenthèse. Pure fiction, a dit la juge, hein, quand elle a rendu son jugement en parlant des anards. Alors, mais les anards, je ne sais pas si vous avez vu ce document d'Arte, fait par, comment il s'appelle, le fils de celui qui dirige le monde diplomatique, j'oublie, Tancrède Ramonet, si vous ne l'avez pas vu, ça retrace l'histoire des libertaires de ses origines jusqu'à nos jours, avec les périodes où la voie libertaire compte et s'impose, et d'autres où elle disparaît. Hein. Les indignés, il y a quelque temps en Espagne, pouvaient se revendiquer d'une appartenance libertaire. Il y a une immense tradition libertaire en Espagne depuis le Quichotte, qui est un des grands libertaires de la littérature après Jésus-Christ, dirait l'autre, mais lui, il avait un dieu.
Et j'ai perdu mon fil avec tout ça. Bref, je ne sais plus ce que je veux dire. Bon, il y a des périodes fastes aux libertaires et des périodes, en France aujourd'hui, il n'y a pas de voix libertaire qui compte. Donc ce serait, me semble-t-il, il y a eu l'épisode Nuit debout qui pouvait éventuellement se revendiquer d'un esprit libertaire. Ça n'a pas fait long feu. Voilà tout ce que je peux dire, mais n'avoir ni Dieu ni maître, évidemment, est un programme qui me séduit. Non, mais là, vous me faites faire de la politique politicienne. Et alors qu'écrirait un romancier sur les zadistes, ben, s'il est romancier comme j'aime, il dirait le blanc et le noir, il dirait la subtilité, il dirait la complexité des choses, il donnerait la voix à un zadiste et il donnerait la voix à un flic, il essaierait d'être non sectaire, il essaierait, ouais. Mais bon, là là. Il y aurait tant à dire là-dessus. Oui, mais mon cœur va du côté des zadistes, pour tout vous dire. Mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit voilà, que ma réponse soit d'ordre littéraire. On va reprendre maintenant dans tous les journaux que Lydie Salver a dit qu'elle était pour les zadistes, et je vais être inondée d'injures parce que j'ai oublié de dire que ce harcèlement contre l'intrus, il est l'effet du café, mais sur Internet, c'est du délire. Mais c'est du délire, c'est l'horreur. C'est l'horreur. L'acharnement sur les un peu différents qui disent ce qu'il ne faut pas au nom de je ne sais quoi, c'est absolument terrifiant. Et je trouve que c'est un danger, ça aussi, cette parole anonyme, donc qui n'a aucune éthique, strictement, qui ne se revendique d'aucune éthique, et qui peut vraiment conduire ceux qui disent telle ou telle chose, mais au suicide. Hein. Il y a des choses très très graves. Donc ne répétez surtout pas sur Internet que... Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Bien, alors, quand une œuvre ne lâche rien, vous pouvez vous en rendre compte en rejoignant Lydie Salver qui va signer ses ouvrages, notamment Tout homme est une nuit, et vous allez voir que ça donne des coups et que ça fait rire aussi. Merci Lydie. Mais mille merci. Bonheur. Donc merci, mille merci à Yaya, qui est un type merci. formidable, mais vous le savez. Merci. Mille merci à Céline, je ne sais pas si elle est là, mais qui est la coupable de tout ce qui se passe. Merci à vous tous et merci aux bénévoles aussi. Merci. Travail. Merci.